Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, La mort de Belle, film d'Édouard Molinaro d'après le roman de Georges Simenon. Avec Jean de Sailly dans le rôle de Stéphane Blanchon, Monique Mélinan Christine, Marc Cassot le commissaire Dalcroze, Jacques Monod le juge d'instruction Beckman, Yvette Étiévant Mademoiselle Graff, Maurice Ténac un homme ivre, Alexandra Stewart Belle. Dialogue de Jean Anouilh, musique de Georges Delrue. Commentaire radiophonique dit par Robert Martin. Monsieur Stéphane Blanchon vit avec sa femme Christine dans une agréable villa de la banlieue de Genève. Il est français, la quarantaine, et est professeur au collège international de la ville. Peu mondain, il préfère aux réceptions et au bridge les joies simples de la menuiserie. Il a installé un petit atelier où il passe le plus clair des loisirs que lui laisse son métier. Ce soir, Christine, qui est allée chez des amis, lui téléphone et tente de le débaucher. Allô, oui? Tu travailles encore? Oui, encore 10 minutes et j'aurai fini le pied de ma lampe. Tout va bien à la maison? Oui, Belle est rentrée? à l'instant. Tu es sûr que tu ne veux pas venir faire un bridge avec nous? Oh non, tu sais, Une des voitures pourrait venir te prendre. je m'entends aller me coucher. Comme tu veux. Mais ne m'attends pas, je rentrerai tard. Très tard même. Olivier et Marion viennent d'arriver. On organise un tournoi. Ils ont l'intention de nous faire gagner beaucoup d'argent, comme d'habitude. Je suis content que vous vous amusiez, mais tu sais, l'idée de bouger... Arrive donc, feignant! Tu as entendu Daniel? Qu'est-ce que je réponds? Mon cher Stéphane, ici votre beau-frère bien-aimé. Je trouve inadmissible au nom de la famille que vous ne vous joigniez pas à nous. À moins que vous n'ayez des occupations inavouables qui vous tiennent à la maison. Oh, fausse piste, mon cher Pilet, tout ce qu'il y a d'avouable. Intention extrêmement pure. Tourner un pied de lampe et dormir. Bon, alors bonne nuit. J'essaierai de ne pas te réveiller en rentrant. Tu peux fermer, j'ai ma clé. Amuse-toi bien. Stéphane reste donc à son établi et tourne un pied de lampe. À 11h, il est au lit. Le lendemain matin, levé tôt, il part à 8h pour le collège. Mais bientôt, un coup de téléphone bouleversé de Christine le prie de revenir d'urgence à la villa. Que se passe-t-il, docteur? Entrez. Christine est malade? Belle? Un malheur, Stéphane. Tu es sûr de n'être pas sorti hier soir? Certain, pourquoi? Elle est morte. Pourquoi? Beckman sera là dans un instant. Il nous le dira peut-être. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Elle a été étranglée. Le docteur a immédiatement averti le juge d'instruction. Pas la police? Beckman est un ami. Il nous dira ce qu'il convient de faire. Eh bien, Stéphane, qu'est-ce que j'apprends? On a tué quelqu'un ici? En voilà un genre. Le docteur va vous mettre au courant. Docteur, Madame Blanchon, je vous présente mes hommages. Voici ma secrétaire. Mademoiselle Grave, vous pouvez retirer votre manteau et commencer à prendre des notes, mon petit. Je voudrais parler au commissaire Dalcroze. Beckman, oui. Comment allez-vous, Georges? Je suis ici chez monsieur Stéphane Blanchon, le professeur français du Collège international. Vous connaissez, oui? Un meurtre vient d'être commis dans cette maison. Une jeune fille américaine de 18 ans. Elle a été étranglée dans sa chambre. Et on a découvert son cadavre ce matin. Non, pas d'indice à programmer. Bon, d'accord, écoutez, je commence le premier interrogatoire. Je vous attends.
n'avons plus qu'à attendre le commissaire Dalcroze et ce brave sergent Ruchet. D'ici à ce qu'ils arrivent, j'aimerais vous poser quelques questions. Le nom de cette personne d'abord, voulez-vous? Je ne me souviens pas de l'avoir rencontrée chez vous. Il n'y a que 2 mois qu'elle est ici. Belle Sherman. S-H-E-R-M-A-2-N. Américaine? Oui, d'origine russe. Parente avec vous? Non, ni avec moi, ni avec mon mari. Lorraine Sherman, la mère de Belle, est une amie d'enfance. Plus exactement, nous étions au même collège à Territet. Elle souhaitait que Belle vînt en Europe perfectionner son français. Je lui ai proposé de la prendre ici quelque temps. Quel âge avait cette jeune fille? 18 ans. Où allez-vous, mon vieux? Je vais chercher du tabac dans mon bureau. Je vais avoir besoin de vous tout de suite. Mais ça ne prendra qu'une seconde. Je ne voudrais pas que vous preniez cela en mauvaise part, Stéphane, mais je préférerais que vous restiez avec nous. La police va arriver, suivie des techniciens. Vous savez comment ça se passe. Analyse, photo et tout le tremblement. Jusque-là, il s'agit que rien ne soit touché. Ainsi, vous n'avez pas quitté la maison de toute la soirée d'hier. C'est un fait. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de sortir. Vous êtes pourtant joueur de bridge. Ça m'arrive. Et même fort joueur. Je me rappelle un tournoi mémorable où vous nous avez tous ratissés, mon cher. Vous étiez enragé. Votre femme vous a téléphoné tout exprès de chez les Simons pour vous dire qu'on organisait un tournoi. Je lui ai répondu que je terminais mon travail et que j'allais me coucher. Vous vous teniez à cette place? J'étais dans mon bureau qui me sert aussi d'atelier de menuiserie. Où est-il déjà votre bureau? Ah oui. Vous êtes revenu ici quand le téléphone a sonné. J'ai un second appareil dans mon bureau. Vous n'avez rien entendu de toute la soirée? Rien. Vous n'êtes pas revenu dans ces pièces? Non. Vous n'avez pas vu rentrer Belle Sherman? Je l'ai pas vue rentrer, mais elle est venue me dire bonsoir. Combien de temps est-elle restée dans votre bureau? Elle n'y est pas entrée. C'est vrai. Pardon. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte. J'ai été surpris de l'y apercevoir en levant la tête. Je l'avais même pas entendu venir. Elle vous a annoncé qu'elle allait se coucher? Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, j'ai rien entendu. Elle m'a parlé, mais mon tour marchait. Il couvrait sa voix. Je n'ai même pas eu le temps d'arrêter le moteur, elle était déjà repartie. Vous supposez qu'à ce moment-là, elle rentrait de la première séance de cinéma? Quelle heure était-il? J'en ai aucune idée. Vous n'avez pas votre montre? Non, je l'ai laissé dans ma chambre quand je suis allé me changer de pantalon. Vous êtes monté vous changer? Parfaitement. Pour quelle raison? Mais parce que j'avais fini de corriger mes devoirs et que j'allais travailler autour, ce qui est salissant. Cette jeune fille s'est trouvée dans sa chambre au moment où vous êtes monté? Non, c'est avant son retour, puisque... Pardon. Comment pouvez-vous affirmer qu'elle n'était pas dans sa chambre? Ne vous fâchez pas, Blanchon. Discutons de questions précises, c'est mon métier. Je ne doute pas un instant de votre entière honnêteté, mais j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans cette maison. Vous étiez dans votre bureau. Bon. Corrigez les copies. D'accord. Ce travail fini, vous êtes monté vous changer. Où était Belle, selon vous, à ce moment-là? Si elle travaillait à son tour quand elle est rentrée, c'est qu'il s'était changé avant. J'aurais préféré qu'on ne l'aide pas. Vous dites qu'elle est venue vous dire bonsoir et qu'elle n'est restée qu'un instant. Combien de temps à peu près? Moins d'1 minute. Elle avait un manteau? Je crois, et un foulard sombre, mais je ne peux pas l'affirmer. Et son sac, pouvez-vous nous dire quel sac elle avait ce soir-là? Non. Vous savez qui l'accompagnait au cinéma? Elle avait un amoureux? Tous les jeunes gens et les jeunes filles des environs à qui nous l'avions présenté l'aimaient beaucoup. Elle sortait particulièrement avec quelqu'un? Je n'ai rien remarqué de semblable. Je suppose qu'elle ne vous faisait pas de confidence. En somme, vous ne la connaissiez que depuis 2 mois. C'est bien ce que vous m'avez dit. Oui, mais je connaissais beaucoup sa mère. Ça ne suffit pas toujours pour connaître une fille. Le commissaire Dalcroze arrive à son tour à la villa des Blanchons. Je ne peux toujours pas aller dans mon bureau prendre du tabac? J'ai cru préférable tout à l'heure d'éviter... Peut-être, monsieur Blanchon, voulez-vous avoir l'amabilité de me le montrer, ce bureau? Voudriez-vous faire fonctionner le tour un instant, monsieur Blanchon? Il est évidemment impossible d'entendre quoi que ce soit quand le tour fonctionne. C'est votre coin. Nous avons tous comme ça un coin avec nos livres préférés et nos jouets. Au fond, presque tous les hommes restent des petits garçons. Mais faut pas le dire. Moi, je fais des maquettes d'avions. Bon. Il faut que je retourne là-haut, nous avons encore de la besogne. Vous ne savez rien, n'est-ce pas?
dernière fois que je l'ai vue, elle se tenait sur le seuil, à l'endroit où vous êtes. Et je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. J'ai seulement cru comprendre bonne nuit. Rien ne vous a frappé au cours de la soirée? Rien. Je suppose que vous avez fermé la porte d'entrée à clé avant de vous coucher. Oh, je crois que oui. Oui, c'est certain. Je me souviens que ma femme, au téléphone, m'a dit qu'elle avait sa clé. Vous voulez dire que vous pensez qu'on est entré par la porte? Peut-être. C'est un point que nous tâcherons d'éclaircir. Quelle marque de whisky buvez-vous d'habitude? Black and White, c'est une vieille fidélité. Vous achetez souvent de cette demi-bouteille plate? La plupart du temps. C'est peu courant. Ça doit être une manie qui date du temps où j'étais étudiant et où je pouvais pas m'offrir une bouteille entière à la fois. C'est peut-être aussi pour avoir une raison supplémentaire de boire moins. Chacun ses petites ruses. Mademoiselle Sherman buvait du whisky? Jamais devant moi. Il ne vous est jamais arrivé de boire avec elle? Jamais. Ni dans votre bureau, ni dans votre chambre? Je vous ai dit jamais. Je ne veux pas jouer cache-cache avec vous, monsieur Blanchon. On a trouvé cette bouteille dans la chambre de mademoiselle Sherman. Comme vous pouvez le constater, elle est vide et le contenu n'a pas été répandu sur le plancher. Il a été bu. Et c'est Belle qui... Sans doute. Le verre de la salle de bain n'a pas été utilisé, elle a bu au goulot, donc du whisky pur. Ça laisse supposer une certaine habitude. On procède à l'analyse. Déjà, il est acquis qu'elle absorbait une grande quantité d'alcool. Vous n'avez rien remarqué quand elle est venue vous dire bonsoir? Non. Vous n'avez pas senti son haleine? Non, j'ai pas senti son haleine. Vous ne lui avez pas trouvé le regard bizarre? Non. Mais rien dans ce qu'elle vous a dit ne vous a permis de supposer qu'elle était ivre? J'ai pas entendu ce qu'elle m'a dit. C'est juste. Je reste persuadé qu'elle n'avait pas bu. Pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai pu observer, c'est vrai, mais j'avais l'impression que c'était un petit être sain et normal. On peut être sain et normal et... Vous m'excuserez, j'ai encore affaire à côté. Non, ne vous dérangez pas. Le commissaire Dalcroze, en ayant terminé avec ses premières vérifications, quitte la maison où le juge d'instruction Beckman demeure seul avec les Blanchon. Ce que je voudrais maintenant, c'est que vous réfléchissiez et que vous fassiez appel à vos souvenirs. Que vous pesiez le pour et le contre, et que vous me répondiez en votre âme et conscience, sans perdre de vue qu'on vous demandera de répéter vos déclarations sous la foi du serment. Êtes-vous certain que la nuit dernière, à aucun moment, vous ne vous êtes trouvé dans un autre endroit que ceux que vous avez indiqués? À savoir, votre bureau, votre chambre à coucher, votre salle de bain, la cuisine, et bien entendu le living room par lequel il vous a fallu passer. J'en suis sûr. Vous ne préférez pas que je vous accorde un moment de réflexion? Ce serait superflu. Dans ce cas, expliquez-moi, monsieur Blanchon, comment nous pouvons posséder une preuve matérielle de votre présence, sinon dans la chambre, du moins dans la salle de bain. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, puisque c'est votre maison, qu'on ne peut entrer dans la salle de bain qu'en passant par la chambre. Je vous écoute. Je ne suis pas entré dans sa chambre. Ni dans la salle de bain. Ah, ni dans la salle de bain, a fortiori. Je regrette, mais nous avons d'excellentes raisons de croire le contraire. Je regrette moi aussi de devoir vous répéter que je n'ai pas mis les pieds ni dans cette chambre, ni dans la salle de bain. Avec un homme comme vous, Blanchon, je n'ai pas besoin de finasser. Les experts sont venus. Dans un coin de la salle de bain, il existe un creux assez large entre deux carreaux. Ils ont trouvé là des traces de sciure de bois. La même, apparemment, l'analyse le confirmera en tout cas, que celle qui a été prélevée dans votre bureau et sur votre pantalon de velours. Vous objecterez peut-être qu'en venant vous dire bonsoir, mademoiselle Sherman a pu recevoir sur ses vêtements la poussière de bois projetée par le tour. L'officier de police vous a suivi tout à l'heure dans votre atelier. Il s'est mis à la place qu'occupait mademoiselle Sherman et vous a demandé de faire fonctionner le tour. Lorsqu'il est remonté, nous avons constaté qu'il n'avait aucune trace de poussière de bois sur lui. La mémoire ne vous revient toujours pas? Non. Vous avez autant de temps qu'il vous en faudra devant vous. Je n'ai pas à vous rappeler, monsieur Blanchon, que vous n'êtes pas prévenu mes témoins.
Vous avez trouvé? Non. Vous admettez que vous êtes entré dans la salle de bain? Je n'y suis pas allé. Vous avez une explication à proposer? C'est pas dans la soirée d'hier que je suis allé dans la salle de bain de Belle. C'est dans celle d'avant-hier. J'ai été réparer son porte-serviette qui était décellé. C'est le jour où la femme de ménage vient, elle s'en souviendra. Madame Annie, on vous demande au téléphone. Merci, Madame Gémeaux. En fait seulement, Madame Annie. Laissez, je fermerai. Ici, Monsieur Beckman. Très bien, Madame Annie. Oui, ma femme va bien. Mes enfants aussi vont bien. Le petit, oui, ça conclut, c'est fini. Faut se méfier des rechutes, je sais. Écoutez, Madame Annie, je voudrais vous demander quelque chose de précis. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois chez Monsieur Blanchon? Bien. Pouvez-vous me dire si ce jour-là, Monsieur Blanchon a fait quelques réparations dans sa... Oui, des travaux. Je ne sais pas. Ah, vous êtes bien sûr dans la salle de bain de Mademoiselle Belle. Merci, Madame Annie. Voilà. Bien. Admettons que ce point soit éclairci. Bien qu'il soit un ami et un familier de la maison, le juge d'instruction Beckman ne sera pas un allié des Blanchon dans cette affaire. Stéphane et Christine l'ont tout de suite compris. Et la journée s'écoule, épuisante pour Stéphane qui est accablé sous les interrogatoires, confrontations, vérifications et investigations policières de toutes sortes. Le soir, enfin, il se couche dans ce lit jumeau voisin de celui de Christine. Mais le sommeil est long à venir pour cet homme qui refait dans sa pensée le long et mélancolique pèlerinage sur les chemins de sa jeunesse. Tu éteins? Je pense que ce que nous avons de mieux à faire est de nous coucher maintenant. J'ai repris un de mes livres d'histoire, comme chaque soir. C'est drôle. Je pouvais presque tout dire sur cette femme qui avait été la maîtresse d'un roi mort depuis plusieurs siècles. Et j'aurais été incapable de dire la couleur des yeux de cette jeune fille qui venait de bouleverser ma vie. Pourquoi n'avais-je jamais regardé Belle? Est-ce que j'avais seulement regardé Christine? Elle avait 26 ans quand je l'ai épousée. Elle était professeure comme moi dans le même collège. Peut-être était-elle bien faite alors, et désirable. Je n'y avais jamais pensé vraiment. Je l'avais épousée parce qu'elle était douce et calme. Et que je sentais obscurément qu'il me fallait fonder un foyer, retrouver le monde en ordre de ma mère. Nous avions vécu côte à côte, elle et moi, calmement, sans trouble. C'est ça, j'avais vécu sans trouble. Pourquoi crois-tu qu'il l'a tuée? C'est une question que je ne tiens pas à me poser. Je veux oublier le plus vite possible cette malheureuse petite et toute cette histoire. Je ne crois pas pouvoir oublier jamais. Peut-être aurions-nous dû mieux la protéger. Je me reprocherai toujours de me l'être laissé confier. Il y a des êtres qu'on ne protège pas contre eux-mêmes. J'ai peur que nous apprenions sur elle des choses qui nous étonneront. Tâche de ne plus penser à tout ça. Lis. Bon, j'arrive pas à lire, je vais essayer de dormir. C'est le mieux. Bonne nuit, Stéphane. Bonne nuit, ma chérie. Nous nous disions cela tous les soirs. Mais qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Que nous nous aimions? Belle, à toi aussi un homme aurait pu te dire bonne nuit, ma chérie, tous les soirs de ta jeune vie, si tu avais vécu. Et le lendemain, le calvaire de Stéphane reprend. Voici le commissaire d'Alcroze qui poursuit son enquête. Rien de la vie de Stéphane Blanchon ne doit rester secret pour lui. Le ménage de ses parents même intéresse le commissaire. Et Stéphane doit décrire sa vie d'enfant, l'atmosphère de son existence familiale entre une mère bourgeoise et stricte et un père qui ne parvint jamais à s'intégrer à ce milieu desséchant et qui s'en tira par le suicide. La conduite de mon père n'a pas été ce qu'on attendait de lui dans ce milieu. Surtout ça.
Et puis ce qu'on appelle les femmes. Je crois surtout qu'il a été déçu par ce mariage. Ce milieu dans lequel il étouffait. Qu'à la longue, il a préféré s'en aller. Il était séduisant, lui. Pourquoi, lui? Je crois que je n'ai hérité de lui ni pour la séduction, ni pour ça. Plutôt une sorte de père. Vous vous sous-estimez, monsieur Blanchon, du moins pour la séduction. Vous savez que les garçons que j'ai interrogés, et certains avaient des rapports très intimes avec elle, ont tous dit la même chose. Elle nous trouvait trop jeunes. Elle était amoureuse d'un vieux type. À la seconde perquisition, on a retrouvé son autre sac. Dans ce sac, il y avait la clé de la maison, ce qui semble malheureusement pour vous prouver qu'elle ne l'avait pas donnée à quelqu'un, comme on l'a cru un instant sur un témoignage de votre voisine. Et puis, il y avait cette lettre à une amie où elle lui disait qu'elle était amoureuse de vous. Les chéris, tu crois peut-être que c'est amusant d'être en Europe. La vie se traîne ici. Toujours pareil. Les mêmes garçons, les mêmes jeux qui semblent les amuser prodigieusement et qui nous ennuyaient déjà l'année dernière en Virginie. Lui ne me regarde toujours pas. On dirait qu'il ne me voit pas. S'il savait que je suis amoureuse de lui. Tu sais qu'il a presque 40 ans. Tu ne dois rien y comprendre. S'il savait que je rêve de lui sur mon lit chaque soir, pendant qu'il dort bêtement auprès de sa femme. Quand nous sortons en voiture, c'est moi qui me mets derrière. Je suis la jeune fille, n'est-ce pas? Théoriquement, tout au moins. D'ailleurs, j'aime bien être derrière, parce que comme ça, avec un peu de chance, je peux croiser son regard dans le rétroviseur. Je me suis toujours demandé si ce jour-là, il avait fait exprès. En tout cas, j'ai fait exprès, moi, le lendemain soir, de laisser ma porte entrouverte au moment où je me mettais au lit. Les jeunes filles modernes ne se conduisent vraiment pas bien. Sa femme était déjà montée et était obligée de me voir en passant. J'ai entendu son pas, puis rien. Il ne m'a même pas dit bonsoir. Ce soir, sa femme est sortie. Nous sommes seuls à la maison. Mais je sais déjà qu'il ne se passera rien. Rien avec lui. Quelle étrange révélation pour Stéphane Blanchon que l'amour de cette jeune fille, qu'il ne regardait en effet même pas et qui, maintenant qu'elle est morte, commence à tenir une si grande place dans sa vie. Et quelle étrange conviction aussi que celle de ce juge d'instruction qui pense très sérieusement que lui, Stéphane Blanchon, doux et paisible professeur de français au Collège international, a pu assassiner cette jeune fille. Il ne l'a pas tuée, c'est l'évidence même, mais allez donc convaincre un juge d'instruction qui a déjà dans sa tête sa propre version du drame. C'est pourtant ce que va tenter de faire le commissaire Dalcroze, qui ne croit pas pour sa part à la culpabilité de Blanchon. Alors ça ne vous suffit pas, cette lettre? Non. Je suis persuadé qu'il n'avait même pas regardé cette jeune fille. Blanchon est impur. Trop pur. Et nous avons derrière la porte des garçons qui l'ont regardé, eux, et de très près. Cette fille a couché avec tout Genève. Mais vous pouvez interroger tout Genève, vous n'avancerez pas d'un pas. Nous nous acharnons sur Blanchon, mais en réalité, il y a autant de charges sur ce Philippe Berthet. C'est lui qui a raccompagné Belle en voiture le soir du crime. Le cinéma finit à 11h moins le quart. Dans sa première déclaration, il a dit qu'il était rentré immédiatement à Genève. Or, à minuit moins 10, un témoin les a vus s'embrassant devant la voiture, au bord de la grande route. Le docteur est formel. Belle a été tuée entre 1h et 2h avant le retour de Madame Blanche. Qui nous prouve que ce garçon n'est pas revenu dans la chambre de Belle. Pour le moment, personne. Personne n'a l'air dans cette affaire de vouloir rien nous prouver. Pourquoi n'a-t-il pas dit à la gendarmerie qu'il s'était attardé avec Belle jusqu'à minuit? Il n'a sans doute pas voulu avouer qu'elle était sa maîtresse. Il a 20 ans, ce garçon. À cet âge, ça couche, mais ça l'étrangle pas. Surtout quand ça couche. C'est plus tard qu'on y met de la fantaisie. Faites entrer Philippe Berthet. Philippe Berthet est un jeune camarade de faculté d'Anne. Son interrogatoire n'apporte aucun élément nouveau à l'affaire. Et l'enquête se traîne ainsi pendant 48 heures. Si la police n'avance guère sur la voie qui mène au coupable, l'opinion publique en revanche s'échauffe et s'affirme de jour en jour plus hostile au jeune professeur. Pourquoi? Ce sont les mystères de la sympathie et de l'antipathie collective. Il faut dire aussi que Blanchon
ne met peut-être pas une bonne volonté excessive à se rendre sympathique. Il n'a jamais su s'incorporer à ce milieu raide et sévère formé par les gens de ce pays où il est venu se fixer. Et le dimanche arrive, posant pour lui et pour Christine le problème du temple. Jusque-là, monsieur et madame Blanchon n'ont jamais manqué le culte dominical. Après en avoir longuement discuté, Stéphane et sa femme décident aujourd'hui de ne rien changer à leurs habitudes et d'assister à l'office. Ils chantaient un chant d'amour, mais leurs yeux étaient pleins de méfiance et de haine. Ça ne pouvait être que moi le coupable. Je ne faisais pas partie d'eux. Pendant 10 ans, ils m'avaient toléré. Mais ça n'était pas mon église. Ça n'était pas mon village. Aucune famille ici ne connaissait ma famille. Aucun de mes morts ne dormait dans leur cimetière. J'étais l'étranger. Celui qui est différent. Ça ne pouvait donc être que moi. Nous commenterons aujourd'hui le psaume 24, versets 18 et 19. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ce n'est pas sans raison que j'ai choisi ce psaume. Un horrible drame est venu assombrir l'atmosphère pourtant si claire de notre petite communauté. Le mal est venu jusqu'à nous. Il est peut-être parmi nous. Vous qui êtes venus ici honorer le Seigneur, vous croyez pouvoir à juste titre vous ranger parmi les justes? Les justes. Je vais essayer d'être comme eux chaque dimanche aux côtés de Christine. Je vais essayer par peur de la vie de me glisser dans leur monde en ordre. Et aujourd'hui qu'ils me rejetaient, je me mettais à le haïr. Non, j'étais pas l'un des leurs. Il suffit de regarder dans un temple le visage des justes pour douter. Il le frappera de la façon la plus inattendue et au moment où il attendra le moins. Ce geste, qu'il croit peut-être dû à un moment d'égarement, un jour ou l'autre, le criminel le refera. Car le crime appelle le crime, et qui a péché, péchera. Amen. Heureusement que le Seigneur, il n'est pas si méchant que ses prêtres. Nous allons chanter ensemble le cantique 18. Voyez, voyez que le méchant. Voyez, voyez que le méchant va son chemin toujours méchant. Sortons, je suis pas. Mais c'est impossible. Ils penseront ce qu'ils voudront, je veux sortir. À quelques jours de là, alors que Blanchon s'est rendu à sa banque pour retirer l'argent de son compte, le juge d'instruction Beckman, qui est là comme par hasard, s'approche de lui. Le hasard fait bien les choses. J'avais très envie de vous voir. Mais vous allez m'inculper? La police est persuadée que vous êtes impur. Remarquez que je ne suis pas non plus un imbécile. Je pense que ce geste maladroit peut très bien n'être que de l'affolement. Je comprends que vous ayez envie de voir d'autres têtes. Pour vous amener la vie un peu rude dans le pays ces jours-ci. Je pense que la clé de l'énigme est en vous, Blanchon. Et que nous avons besoin de savoir un peu mieux qui vous êtes pour y voir clair. En tant que témoin, la loi ne nous permet pas de vous faire examiner par un psychiatre. Accepteriez-vous que le professeur Lewis, qui est un de mes amis, un des cracks de la jeune école, assiste à titre privé à notre prochain interrogatoire? Ça ne regarde que moi qui suis. Excusez-moi, mais dans les circonstances présentes, ça nous regarde un peu aussi. Il y a par exemple un point qui m'intéresse beaucoup. Le commissaire Dalcroze m'a dit que votre père s'était suicidé. Est-ce exact? Mon père s'est donné la mort en se tirant un coup de pistolet dans la bouche. Ça le regardait? Bien sûr. Mais vous avez l'idée de ce qui a pu l'amener là? Ben, je suppose qu'il en avait assez de la vie. Ça ne vous paraît pas une explication suffisante? Non. Je voudrais savoir par exemple s'il avait fait de mauvaises affaires ou bien s'il se trouvait devant des difficultés en quelque sorte accidentelles. Si j'en crois ma famille, il avait gaspillé sa fortune et une bonne partie de celle de ma mère en faisant ce qu'on appelle la noce. Vous aimiez beaucoup votre père, monsieur Blanchon. Ça vous regarde?
Tout me regarde en ce moment, je vous l'ai dit. Merci, monsieur. Vous m'excusez, à cause de vous, je n'ai pas déjeuné ce matin. J'ai revu tout le dossier. Dans les écoles où vous êtes passé, vous vous êtes fait beaucoup d'amis? Donc des camarades. Je parle d'amis. Pas beaucoup, non. Très peu. En fait, pas du tout. Bon, en fait, pas du tout, oui, si l'on prend le mot dans son sens strict. Ce qui revient à dire que vous étiez plutôt solitaire. Non, pas précisément. J'ai appartenu à des équipes de football, de basket. J'ai même joué dans des pièces. Ça pourrait peut-être vous mettre sur la voie, j'ai été le second meurtrier dans Macbeth. Mais vous ne recherchiez pas la compagnie de vos camarades. Peut-être ne recherchait-il pas la mienne. À cause de la réputation de votre père? Je ne sais pas. J'ai pas dit ça. Ne croyez-vous pas, mon cher Blanchon, que c'est vous qui étiez timide et susceptible, et que vous avez fini par vous refermer sur vous-même, dangereusement? Ayant accepté cette curieuse consultation, Stéphane Blanchon est donc jeté en pâture à un jeune et très zélé psychanalyste qui lui pose toutes sortes de questions extravagantes et indiscrètes. Stéphane sort écœuré de cet interrogatoire et décide, au lieu de revenir tout de suite chez lui, de flâner dans les rues et dans les bars de Genève. Il faisait nuit. Ça avait duré toute la journée, cette mise à nu devant ce crétin prétentieux. Et lui, si je lui avais demandé combien il avait eu de femmes à ce grand échalas, et si son père n'en avait pas eu marre, lui aussi, à la langue de sa sainte mère. Enfin, c'est fait, ce soir, ils m'ont pas arrêté. Je sais pas pourquoi je pensais irrésistiblement à mon père. Je comprenais ce qui le poussait à ne pas rentrer à la maison. Ce soir, j'avais envie de sortir, de me promener avec lui. On sort tous les deux. On me doit bien ça, non, papa? Après une séance pareille, on va pas rentrer chez maman. Vous avez connu ça, vous, le Charleston? Le vrai. Pas ce qui sautille en ce moment, c'est le petit couillon. Moi, j'ai jamais dansé. Mais mon père sifflait toujours cette heure-là. Il sortait beaucoup, lui, vers 1930. Grande époque, monsieur. On savait se saouler, alors. Maintenant, on boit. Je vous offre quelque chose. Il y a des gens qui boivent parce qu'ils ont soif. Vous avez soif, vous? Moi, j'ai jamais soif. Les gens qui se saoulent, c'est pas soif qu'ils ont. C'est autre chose. Ah. À Paris. En 30. Montparnasse. Je suis français. Moi aussi. Ah. Je me disais aussi. Compliment, hein? Paris. 1930. Ah, j'étais jeune. Vous avez été jeune, vous? Non. Dommage. En compagnie de cet inconnu, lequel est enchanté d'avoir trouvé un complice pour boire encore quelques verres, Stéphane va de bar en bar et rencontre d'ailleurs dans l'un d'eux la secrétaire du juge d'instruction Beckmann, mademoiselle Graff, qui est en train de dîner. Pendant ce temps, le juge d'instruction et le commissaire Dalcroze restent toujours sur leur position. À leur discussion, ce soir, assiste le psychanalyste qui vient d'examiner Blanchon et le médecin personnel du jeune professeur. Blanchon n'est pas un anormal. Le professeur Lewis s'en porte garant. Le docteur Claire aussi, qui le connaît et qui le soigne depuis 10 ans. Mais voilà un homme qui n'a jamais trompé sa femme. Ça arrive, mon vieux. Qui avoue n'avoir pour ainsi dire pas eu de rapport sexuel avant son mariage. À 30 ans. Pensez-vous que ce soit un homme physiquement déficient sous ce rapport? Non. Je suis formel. Tout ce qu'a pu déduire le professeur Lewis, c'est que la crainte de son père, la vieille malédiction des mères, tu ressembleras à ton père, a pu produire chez lui un phénomène d'inhibition psychique. Phénomène plus fréquent qu'on ne le croit. Le nombre d'hommes qui cherchent une femme refuge, susceptible de leur redonner la sécurité maternelle, est considérable. Mais lorsqu'on est normalement constitué, et Blanchon l'est, affirme le docteur, on ne vit pas éternellement de sécurité maternelle. Un jour, ça craque.
connaissez Christine, docteur. Vous l'avez soignée depuis son enfance. Ce n'est pas ce qu'on appelle une femme inflammable. Ouais, nous sommes entre hommes. Leur rapport devait être en point d'une certaine discrétion. Un jour, cet homme se trouve avec une fille de 20 ans chez lui. Une fille de 20 ans qui est amoureuse de lui. Elle l'a écrit. Mais si elle était amoureuse de lui, alors pourquoi l'a-t-il tué? C'est là que je vous retourne la pureté de votre bonhomme. Comme une présomption de plus en faveur de sa culpabilité. Vous ne connaissez pas les puritains. Le puritain fait le geste, et pour se délivrer de son dégoût lui-même, il tue. La partenaire ou lui, au choix. Cette fois, c'était elle. En effet, monsieur le commissaire Dalcroze semble mal connaître les puritains. Quand ceux-ci se déchaînent, tous les excès sont à craindre. S'il voyait en ce moment même celui dont il s'acharne à prouver l'innocence, il serait peut-être bien étonné, monsieur Dalcroze. Ayant bu beaucoup plus que de raison, Stéphane se lance dans cette grande vie de débauche qu'il n'a jamais connue. À sa grande surprise d'ailleurs, il a trouvé en mademoiselle Graff une très consentante partenaire. Et voici monsieur le professeur du Collège international emmenant la secrétaire du juge d'instruction au Little Cottage, une auberge galante des environs de Genève. Oui, je sais, papa. Tu as déjà sorti avec Beckman? Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis vierge? Tu me plais, tu sais. Tu sais pourquoi tu me plais? Parce que t'as l'air de rien casser comme ça. Puis au fond, on sait pas qui tu es. Tu sais, toi, qui tu es. Tandis que Stéphane Blanchon s'abandonne à cette dolce vita maudite par ses concitoyens, Dalcroze et Beckman discutent toujours et s'affrontent avec passion. Blanchon n'est pas un assassin. Je sais que dans notre métier, la vérité, c'est un dossier qui se tient. Mais j'ai la faiblesse de me faire une autre idée de la vérité et de la justice. C'est une faille sans doute chez un homme qui fait le métier que je fais, mais c'est ainsi. Excusez-moi un instant. Il faut que je prenne l'air. On étouffe ici. Il est trop pur, lui aussi, comme Blanchon. C'est pour ça que ça piétine. Deux purs dans une affaire de police, c'est trop. Policier et inculpé, il faut qu'on soit aussi canaille l'un que l'autre. Alors on se comprend et on aboutit. Il faut cultiver le paradoxe, Beckman. À peine. Il y en a seulement un qui fait la chose et l'autre qui comprend très bien qu'on n'ait pu la faire. Mais c'est un honnête homme, il ne l'a pas fait, voilà tout. C'est pour ça qu'il juge l'autre. Entre nous, elle a été ravissante, cette petite. Seulement, moi, je ne l'aurais pas étranglée après. À votre place, Beckman, en mon âme et conscience, je renoncerai à inculper cet homme. Après tout, vous avez peut-être raison. Il s'agit de l'honneur d'un homme et pas seulement d'un dossier. Nous allons reprendre l'enquête. Nous suivrons les autres pistes. Et puis nous les abandonnerons. Commissaire Dalcroze. Où êtes-vous? Vous êtes seul? Maintenant, oui, je suis seul. Vous pouvez venir. Maintenant, tous les jeux sont faits, et la partie est jouée jusqu'à la dernière carte. L'assassin de Belle est découvert, c'est un voisin, sadique et sans importance, qui a avoué. Tout est bien pour Stéphane Blanchon, enfin innocenté. Non, tout est terrible. Cette suspicion dans laquelle on l'a tenu, cette hostilité que lui ont témoigné ses concitoyens, les parents de ses élèves, les bonnes âmes justes du culte du dimanche, et peut-être même jusqu'à sa femme, cette étrangère dans sa vie sans couleur, cette ombre du doute et de la culpabilité qui pèse sur sa personne depuis une semaine, ont libéré en lui les complexes et les démons de la frustration. Dans la chambre du Little Cottage, où mademoiselle Graff l'a suivi, Stéphane tue la jeune femme. Puis, il appelle la police pour se livrer. Mais quand le commissaire arrive au Little Cottage, le patron de la maison, révolté par ce crime odieux, s'est jeté sur Blanchon. Un hasard malheureux, une chute malencontreuse. Stéphane Blanchon est mort lui aussi, parce qu'innocent d'un crime dont on l'a soupçonné, il en a commis un vrai, dont il veut bien porter toute la responsabilité.
Ainsi, la mort de Belle fut aussi la mort de 2 autres personnes que rien ne liait, que rien n'attachait à cette petite Américaine venue, un jour, de sa natale Virginie. Roger Régent et Jacqueline Adler viennent de vous présenter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, La mort de Belle, film d'Édouard Molinaro d'après le roman de Georges Simenon, avec Jean de Sailly dans le rôle de Stéphane Blanchon, Monique Mélina en Christine, Marc Cassot, le commissaire Dalcroze, Jacques Monod, le juge d'instruction Beckman, Yvette Étiévant, Mademoiselle Graff, Maurice Ténac, un homme ivre, Alexandra Stewart, Belle, dialogue de Jean Anouilh, musique de Georges Delreux.